Sur la RTNC, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'actualité. Célébration, c'est mardi 24 juin 2025 de la Journée nationale du poisson, denrée stratégique pour le développement de la RDC. C'est les thèmes retenus pour cette 58e édition. Vous suivrez le ministre des tutelles dans ce journal. Voilà tout pour les titres encore une fois. Merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition des 13h30. Direction Luanda à présent, en Angola, où se tient le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique 2025. Le voie de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. C'est les thèmes retenus au cours de ces assises. Le président de la République prend une part active à ces travaux. Retour en image avec Guylain Kabalundi. Après Dallas, dans la ville de Texas aux États-Unis d'Amérique en 2024, c'est le tour cette année de Luanda, en Angola, d'accueillir le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique. En présence des 6 chefs d'État africains, une dizaine de chefs de gouvernement, de hauts représentants, une centaine de chefs d'entreprise et une importante délégation américaine du département du commerce extérieur, le président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, a ouvert ce lundi les travaux. Dans son allocution d'ouverture, l'hôte du sommet a présenté les nombreux avantages qu'offrirait un partenariat économique entre les USA et l'Afrique. Toutefois, a-t-il déclaré, nous avons besoin d'un partenariat qui préserve nos souverainetés. N'ayant jamais été impliqués dans la colonisation des pays africains, les USA doivent avoir une vision différente du partenariat économique avec l'Afrique, a conclu le président angolais. Intervenant dans le même sens, le président de la Commission de l'Union africaine s'est quant à lui interrogé sur la faisabilité de ce partenariat au moment où 36 pays africains sont frappés d'interdiction des visas, l'AGO a supprimé et les taxes imposées aux pays africains. Plusieurs panels ont été organisés autour du thème général « Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique ». Le projet du corridor de Lobito a fait l'objet d'un panel spécifique. Au nombre de panélistes, le vice-premier ministre, ministre des Transports de la RDC, représentant le chef de l'État. Jean-Pierre Bemba a présenté le corridor de Lobito comme le fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Le corridor de Lobito est un projet qui est structurant, ce n'est pas simplement un chemin de fer qui va passer de sud-est du pays jusqu'au niveau de l'océan Atlantique. C'est un projet qui amène la Zambie, la RDC et l'Angola à pouvoir se structurer. Ça va permettre l'exportation, comme vous savez, d'un nombre important. On parle aujourd'hui, dès le début de l'opération, ça va permettre d'évacuer en moyenne 3 millions de tonnes de minerais par an. Vous savez que dans les exportations actuelles sur les minerais, 65% de nos revenus viennent du cuivre et 25% plus ou moins, 15 à 25% viennent du cobalt. Ces corridors est particulièrement crucial pour les minerais tels que le cuivre et le cobalt qui représentent respectivement environ 65% et 15% de revenus d'exportation de la RDC, a renchéri le vice-premier ministre. Il convient de noter qu'en marge de ces assises internationales de Luanda, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue João Lourenço. Il a aussi accordé plusieurs audiences avec le monde des affaires. Jeunesse, gouvernance, construire ensemble l'avenir, c'est le thème débattu au cours d'un échange entre le vice-premier ministre et ministre du Plan, Guilain Nyembo, et la jeunesse congolaise. D'autres précisions avec Peggy Mukunda. Venue de tous les coins de la capitale, la jeunesse congolaise vient d'être sensibilisée et mobilisée autour des politiques publiques phares sur le plan national stratégique de développement PNSD et les programmes de développement local 145 territoires PEDEL. C'était au cours d'un échange entre les décideurs publics, les acteurs au développement et la jeunesse. C'est le vice-premier ministre du Plan, Guilain Nyembo, qui a présidé cette rencontre pour renforcer les passerelles entre la jeunesse et les institutions publiques à l'heure où les défis liés à la planification et l'entrepreneuriat local et la participation citoyenne exigent des réponses inclusives. Nous avons voulu qu'ils comprennent un peu la trajectoire
et suit leur pays aujourd'hui. Le plan national stratégique de développement qui n'est pas toujours connu. Nous sommes en pleine période de la vulgarisation parce que nous l'avons publié déjà. Donc il est essentiel que les jeunes qui sont concernés dans ce plan puissent être informés de ça. Et voilà, de savoir comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre. Nous savons que les jeunes qui veulent accompagner le chef de l'État dans sa vision d'impulser le développement doivent connaître les instruments qui justifient l'action du gouvernement. Ils doivent avoir un moyen d'évaluer le gouvernement, les politiques qui sont mises en place. Jeunesse, gouvernance, construire ensemble l'avenir, tel est le thème abordé tout au long de cet échange organisé par les réseaux nationaux de femmes et hommes renouvelés pour la transformation de la République démocratique du Congo. Dans un autre registre, une délégation du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales a été reçue hier lundi par le ministre des Finances, Doudou Famba. Cette visite marque une étape importante dans l'engagement de la RDC en faveur de la bonne gouvernance. D'autres précisions avec Sylvie Moembo. La République démocratique du Congo, en quête permanente d'une industrie financière à la hauteur de son immense potentiel, s'apprête à accueillir la 2e édition du Forum financier national organisé par le think tank RDC Stratégie, placé sous le haut patronage du ministère des Finances. Rendez-vous qui ambitionne de repositionner le secteur financier comme levier central de transformation économique et de souveraineté nationale. Placé sous le thème « Libérant le potentiel financier de la RDC, une finance inclusive et souveraine », cette édition se tiendra du 25 au 26 juin 2025 à Hilton Hotel et se veut un cadre d'échange stratégique entre les principaux acteurs du monde financier, tant nationaux qu'internationaux. Des panels de haut niveau, des ateliers pratiques axés sur des thématiques cruciales telles que la dette publique, la régulation, l'innovation financière ou encore l'inclusion bancaire, une approche qui vise à outiller les participants tout en traçant les perspectives d'un développement financier adapté aux réalités congolaises. Près de 500 participants sont attendus à ce forum, dont les dirigeants politiques, représentants de la société civile, experts universitaires, régulateurs, assureurs, opérateurs de téléphonie mobile, institutions de microfinance, de pension, banques, bourses, think tank et consultants spécialisés. Parmi les sous-secteurs clés à l'agenda figurent notamment le financement des petites et moyennes entreprises, la digitalisation du système financier, l'inclusion financière et la bancarisation de masse, le développement du marché des capitaux, la couverture des risques, la retraite et la sécurité sociale, la mobilisation de l'épargne nationale ainsi que l'autonomisation et l'innovation locale. Ce forum s'annonce donc comme une opportunité majeure pour repenser la structuration du paysage financier congolais en misant sur la souveraineté économique, l'innovation et une inclusion véritablement nationale. Denrées stratégiques pour le développement de la RDC, c'est le thème retenu à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du poisson. Le ministre de Pêche et Élevage se félicite des réalisations accomplies sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous prie d'écouter plutôt Jean-Pierre Tshumanga au micro des Rodé Panda. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la République démocratique du Congo célèbre ce 24 juin 2025 la 58e édition de la Journée nationale du poisson. Cette journée dédiée aux producteurs du poisson est célébrée en raison du rôle que joue le poisson en tant que denrée stratégique, non seulement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi dans la balance des finances publiques. Sous l'impulsion de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et grâce à la supervision de son Excellence Mme Judith Soumine Toluka, Premier ministre chef du gouvernement, le ministre de la Pêche et l'Élevage s'est engagé à réaliser le programme du gouvernement pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population congolaise et de faire de la pêche et de l'aquaculture le véritable levier de la relance de l'économie nationale. C'est dans cet ordre d'idée que la 58e édition de la Journée nationale du poisson est célébrée sous le thème « Le poisson, denrée stratégique pour le développement économique de la République démocratique du Congo ». Mesdames et messieurs, à cet effet, comme je l'avais promis lors de la célébration de la 57e édition de la Journée nationale du poisson l'année dernière,
Le gouvernement congolais, par le biais de mon ministère, a doté les pêcheurs et les pisciculteurs en intrants, équipements de pêche en guise d'accompagnement dans l'exercice de leur métier. Dans cette dynamique, tel un pèlerin, j'ai sillonné les provinces de la Chopo, précisément au Chit-Wagenya, Tanganyika, précisément à Kalemi, Congo central, précisément à Mwanda et Boma, pour présider personnellement la remise officielle des intrants à nos pêcheurs dans un seul objectif de booster la production de la pêche artisanale en attendant la migration vers la pêche industrielle. Capital physique que Dieu Tout-Puissant a gracieusement mis à la disposition du peuple congolais s'ajoute la volonté clairement affichée par M. le Président de la République, chef de l'État. Je citais son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Madame la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, pour la transformation de l'économie à travers la pêche et l'aquaculture. Avant de terminer mon adresse du jour, je tiens à préciser que le thème de cette année, le poisson denrée stratégique pour le développement économique de la République démocratique du Congo, est plus qu'une interpellation pour les producteurs du poisson, dont les jeunes d'avoir une attention soutenue à la fois sur l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la transformation de l'économie de notre pays. Ainsi, la 58e édition de cette journée sera célébrée dans les jours qui suivent à Matadi, dans le Congo central. On revient dans ce journal sur la journée mondiale de la drépanocytose célébrée chaque 19 juin. Occasion pour l'association Voix des drépano de tenir une journée de sensibilisation sur la lutte contre l'anémie SS avec un dépistage gratuit. Mireille Ndeke pour plus de détails. Il était question au cours de cette journée de sensibilisation tenue par l'association La Voix des drépano de récolter des témoignages des victimes directes et indirectes, des interventions de professionnels de santé, du dépistage gratuit et de la présentation de la loi relative à la prise en charge et prévention de cette maladie. Un événement marqué par le vernissage du livre Récit d'un combat de vie écrit par le malade eux-mêmes. Il n'y a pas mieux qu'une personne qui vit elle-même directement une situation quelconque pour mieux en parler. Aujourd'hui, un échantillon des drépanocytaires ont écrit leur quotidien. C'est très très important que nous puissions tous lire et comprendre la gravité de la drépanocytose. Cette rencontre, un rendez-vous annuel visant à briser les silences autour de l'anémie SS. Depuis 6 ans, nous évoluons avec nos propres moyens. Et étant donné que nous n'avons qu'une seule main, nous avons décidé finalement de pouvoir avoir d'abord un outil de sensibilisation durable qui est le livre. Les frais générés avec ce livre, c'est justement pour pouvoir poursuivre le travail que nous avons déjà commencé. Nous avons décidé de pouvoir vendre le livre et cet argent sera redirigé directement pour la scolarisation et la prise en charge médicale des enfants drépanocytaires. La proposition de la loi irrélative acceptée à l'Assemblée nationale, la députée nationale Christelle Vwanga loue ici les combats menés par la Voix des drépano. Beaucoup d'espoir et c'est vrai que c'est un challenge. On a commencé avec la Voix des drépano depuis 2018. Essentiellement, c'était pour légiférer. L'association m'a accompagnée. Aujourd'hui que la loi a été reçue au niveau de l'Assemblée nationale, nous estimons heureux. À travers cette 5e édition, la Voix des drépano réaffirme son engagement à faire entendre la voix des oubliés drépanocytaires et à construire un espace d'écoute, de soins et d'espoir pour les familles concernées. Les travaux de modernisation de l'aéroport de Bipemba dans la ville d'Mbujimai avancent à pas de tortue, constat fait par le président du conseil d'administration de la RVA, Trifon Kinkemulumba, lors de sa descente sur le lieu. Commentaire signé Keren Kakolongo. Malgré un financement conséquent de la Banque africaine de développement, les travaux de modernisation de l'aéroport de Bipemba à Mbujimai connaissent un retard inquiétant. Constat dressé par le professeur Trifon Kinkemulumba, président du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes, à l'issue d'une mission d'inspection sur 3 sites aéroportuaires du pays. J'ai visité la piste, elle est à 95%, le tarmac, 95% réalisé, mais les regards n'est même pas sorti de la terre. On a visité la tour de contrôle, les travaux sont quasiment à l'arrêt. Il nous faut absolument qu'on sache pourquoi. Parce que Mbujimai ne peut pas se trouver dans une telle situation. De retour à Kinshasa,
nous allons interpeller les responsables. Concernant la situation salariale des agents et cadres de la RVA, le PCA a promis de porter leurs revendications auprès des autorités compétentes dans l'espoir d'un dénouement rapide. Avant Mbuji-Mayi, Trifon Kinkemulumba a effectué une visite à l'aéroport international de Loano pour évaluer les travaux de sécurisation du périmètre par une clôture. Sur les 21 km prévus, seuls 13 km ont été réalisés pour un coût global estimé à 7,5 millions de dollars américains. La visite s'est achevée par une réunion avec les personnels de l'aéroport de la Loano et les représentants syndicaux de la RVA. Début hier lundi 23 juin 2025 du dialogue entre groupes armés dans les territoires d'Aru. Nous sommes à Ituri. Cette deuxième édition connaît également la participation des chefs coutumiers, leaders communautaires, membres de la société civile. Regardez. Ils viennent de tout le coin et recoin de la province, ces fils et filles de l'Ituri, afin de discuter et diagnostiquer sur les causes profondes de violence, des recrudescences de conflits armés et l'application sur terrain du protocole d'accord assorti des pourparlers d'Aru tenus entre mai et juin 2023. Il s'agit des 6 groupes armés, notamment FPIC, FRPI, Codeco, Chinyatuna, MAPI et Autodéfense. Les chefs coutumiers, leaders communautaires, sociétés civiles et autres participants qui ont répondu présents à ces assises qui s'avèrent salvatrices pour le destin de cette province. Grâce à ces discussions, les Ituriens peuvent réécrire leur histoire, a laissé entendre le coordonnateur provincial du PDRCS Ituri. PDRCS avec ses partenaires stratégiques, on va accompagner la communauté. Inutile de continuer avec la violence. Ce dialogue a comme objectif de consolider les acquis du processus de paix en cours, et ceci pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale entre les communautés. Le commandant 32e région militaire a lancé ses assises. Le dialogue est la meilleure voie de sortie pour une paix durable et une cohabitation pacifique entre toutes les communautés d'Ituri. Cette rencontre, s'inscrivant dans le cadre de l'approche non militaire, constitue une fois de plus la main tendue du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux groupes armés en Ituri, afin d'arriver à une paix définitive. On reste à Ituri cette fois pour vous dire que les études de faisabilité pour l'asphaltage de l'axe routier Bunia-Chomia via Kasseni se poursuivent. Une équipe de l'administration militaire aux côtés des ingénieurs des LOGEC a été sur le terrain pour évaluation. Erikas Mouissi, reportage. Cette route longue d'environ 60 km lie directement la rivière qui serpente la plaine des une situation qui bloque complètement la circulation sur cet axe. C'est la monte, cet axe Menmoto. Il faut dérecharger ici au milieu pour aider, surtout lorsque il pleut. Cette situation ne décourage aucunement pas l'administration militaire et ses partenaires à se déployer. Cette équipe de l'administration militaire de l'Ituri et des ingénieurs envisage aussi la construction de 2 ports modernes à Kasseni et à Chomia pour booster davantage l'économie de cette province. En Ituri, nous sommes là pour les études de la route Bunia-Kasseni. Dans toute phase de construction de la route, la première chose qui précède, ce sont les études. Donc nous sommes là pour évaluer la route et faire les études de faisabilité. On a fait les études, on a fait les constats sur la route. Nous sommes en train déjà d'élaborer le rapport. Durant les 4 années depuis l'instauration de l'état de siège par les commandants suprêmes, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'administration militaire de l'Ituri s'était investie inlassablement dans la construction et réhabilitation de plusieurs routes et infrastructures socio-économiques de base pour l'intérêt des souverains primaires qui accèdent depuis lors dans les faits fonds de la province à cause de la stabilité de la situation sécuritaire
fruit du courage et détermination du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni et ses collaborateurs. Pendant ces temps, dans les Maïndombe, le vice-gouverneur de cette province, Trésor Four, lui, vient d'inaugurer une deuxième école à Koutou-Cité, et ce, après celle des Tolo, construite dans le cadre du PDL 5 territoire. D'autres précisions dans ces reportages. Les apprenants de l'épée Inounou vont bénéficier des enseignements avec enthousiasme grâce à la construction d'un nouveau bâtiment dans le cadre du projet de développement local de 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qui justifie la présence du vice-gouverneur Trésor Four-Ngonké à Koutou pour la coupure du riba symbolique. À cette occasion, M. Robert Kalegami, point focal de la cellule de financement de l'État fragile du CFFC, a invité les habitants de cette cité d'en faire bon usage. Ces ouvrages que nous sommes en train de remettre sont construits dans les standards et permettront aux bénéficiaires directs, c'est-à-dire nos enfants, d'étudier dans les bonnes conditions telles que édictées par le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. M. Lick Bonkoïte Kinse est chef du fil de la société Ascat ASPP qui a exécuté ces travaux, a donné quelques détails liés à cette cérémonie. Nous avons sous nos yeux aujourd'hui des bâtiments et des équipements pimpants neufs d'une école primaire type, à savoir 2 bâtiments ayant chacun 3 salles de classe équipées, soit un total de 6 salles de classe. Bâtiment administratif abritant 5 locaux équipés, dont un bureau du directeur, une salle de professeur, le secrétariat, une salle d'attente et une réception, ainsi qu'un dépôt photovoltaïque pour son alimentation en énergie électrique. Un bloc sanitaire à 8 boxes toilettes, dont 4 pour dames et 4 pour hommes, avec un coin urinoir. Ce bloc sanitaire avec des opérations, vous allez voir, avec 4 citernes d'une capacité de 10 000 litres au total. Rappelons que le territoire de Koutou compte des édifices inaugurés pour le compte du PDL 145 territoires dont les travaux sont confiés par la société Ascart. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des clés qui a été réceptionnée d'abord par les vice-gouverneurs, ensuite par les ministres de l'Éducation et enfin par les autorités de la province éducationnelle Maïndombe, y compris les directeurs. Rendons-nous dans le sud-Ubangui, plus précisément à Gemena. 400 patients viennent de bénéficier des interventions chirurgicales générales, obstétriques et urologiques, dont de la fondation Guy Monzango. Regardez. Sous le haut patronage du gouvernement provincial du Chibangui, la fondation Guy Monzango vient de boucler une campagne chirurgicale et endoscopique qui a redonné le sourire à plus de 400 personnes, hommes et femmes, qui ont subi des opérations chirurgicales manuelles et endoscopiques à la clinique d'État de Gemena que dirige Dr Jackson Liambi. Pendant 14 jours, le professeur Dr Monzango, à la tête d'une équipe de spécialistes en chirurgie générale, gynéco-obstétrique et urologie, avec un plateau technique de la dernière technologie, ont abattu un travail titanesque sans essai-erreur, voire par chirurgie on day, à la grande satisfaction de la population en général et des patients pris à part, comme ils le témoignent. Il faut dire que c'est pour la première fois que la population du Chibangui bénéficie de cette nouveauté qui s'inscrit dans le cadre de la couverture santé universelle, vision salvatrice du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a entre autres corollaires la gratuité d'accès aux soins de santé. Le professeur Dr Guy Monzango, président de la fondation qui porte son nom et manager général de l'entreprise Phoenix Medical, revient sur la motivation de cette campagne. Je suis professeur Dr Guy Lambert, gynécologue obstétricien. Je suis professeur à l'université de Kinshasa et parmi les devoirs régaliens d'un enseignant comme professeur à l'université, nous avons 3 missions. Nous avons l'enseignement, la recherche et les services à la communauté. C'est-à-dire que nous devons rendre service à cette communauté. C'est pourquoi nous sommes rendus à Gemena, parce qu'on s'est rendu compte que c'est une chirurgie qui n'a jamais existé ici. Et c'était une bonne occasion pour faire bénéficier les mamans et les papas, parce que nous ne faisons pas que de la gynécologie, nous sommes aussi accompagnés avec une équipe urologique, où on fait de la chirurgie manuelle, comme tous les autres le font, et puis de la chirurgie endoscopique. Donc, c'est une nouveauté pour les milliers, mais c'est pour non pas seulement aider les mamans, mais aussi susciter auprès des médecins prestataires ici à Gemena les goûts
de la modernité pour aller vers cette chirurgie des points. On reste en province pour vous dire que l'autorité communale de Dilala, Françoise Mangweji, elle, a présidé une réunion du conseil local. L'assainissement, la sécurité et la formation professionnelle des jeunes étaient au cœur de cette réunion. Regardez. Plusieurs points relevant de la gestion au quotidien de la municipalité de Dilala ont été abordés. La réunion du conseil local de sécurité a permis à l'autorité municipale Françoise Mangweji de faire le point sur l'opération d'assainissement et la situation sécuritaire devenue inquiétante en rappelant la mission première des forces de l'ordre. Une situation qui a refait surface à la suite d'une récente cas d'incivisme enregistré dans le quartier Kanina, rapporte le major Mutunda au sorti de cette rencontre. Apprendre un métier au Lualaba, dorénavant, est une question de choix, car la commune de Dilala a offert à la jeunesse un cadre idéal d'apprentissage d'un métier, qui est à la cité de la commune. Ainsi donc, la chef de l'exécutif communal de Dilala a invité le jeune Lualabais à s'approprier ces centres de formation pour acquérir des compétences utiles. La patronne de la municipalité de Dilala, Françoise Mangweji Kouaha, a promis d'assurer le suivi des engagements pris et d'accompagner ses collaborateurs dans l'exécution de leur mission. En mission officielle à Kinshasa, le gouverneur de la Mongala, maître Jean-Colin Makaka, a entamé des rencontres avec les ressortissants de sa province vivant dans la ville capitale, occasion pour le chef de l'exécutif provincial de faire le bilan de son mandat à la tête de la province de la Mongala. Marie-Chimène Kamoka, reportage. Après sa participation à la 12e session de la conférence des gouverneurs tenue à Kolwezi au Lualaba, le gouverneur de la province de la Mongala, maître Jean-Colin Makaka Papé Kaka, profite de son séjour à Kinshasa pour prêcher l'éveil des consciences patriotiques aux ressortissants de la Mongala qui sont à Kinshasa pour multiples raisons. Le chef de l'exécutif de la Mongala a entamé ces échanges auprès de jeunes originaires de la Mongala vivant à Kinshasa. Il les a appelés à cultiver la conscience patriotique, chacun dans son domaine d'intervention. J'ai voulu rencontrer cette jeunesse, à orienter son intelligence, son savoir-être, son savoir-faire dans la politique de paix, de l'unité, de la cohésion et du développement durable de notre pays en général et de la province de la Mongala en particulier. S'agissant de son bilan à la tête de la province de la Mongala, depuis sa confirmation en qualité de gouverneur en juin 2024, maître Jean-Colin Makaka a reconnu quelques avancées significatives dans la gestion de la Mongala sur les plans sécuritaires, administratifs et autres. Nous sommes assoiffés d'accueillir tous les partenaires de bon gré qui peuvent venir investir et même entreprendre le commerce chez nous. En tout cas, la province est ouverte et nous lançons cet appel à tous les habitants du monde de venir investir dans la province de la Mongala. Quelques jeunes ayant participé à ces 2 journées d'échange ont réagi par rapport à l'intervention de l'autorité provinciale consacrée à la situation générale de la province. J'ai été à Kinshasa, ça fait très longtemps. Je n'ai jamais eu part à ce genre d'événements et d'initiatives. Ça fait bien de savoir les échos qui se passent là-bas et essayer de discuter sur les sujets et de trouver des solutions ensemble. Il faut le dire, la province de la Mongala a besoin de l'implication totale de ses originaires pour son décollage. Un mot de sport dans ce journal avec du football dominé par les championnats nationaux en perspective au-delà des équipes comme DSMP, FC Les Aigles du Congo, le Saint-Éloi Lupopo et autres qui se distinguent des talents sortent également du lot. Allons plutôt à la découverte d'une jeune pépite révélation de cette saison avec les FC Les Aigles. Le 17 mars 2008 dans la ville de Kinshasa, Esdras Makosi est une pépite qui fait ses débuts en football en 2015. À l'âge de 10 ans, au centre de formation Oudjana, sans toucher des balles, la connaissance de son rôle dans le jeu montre qu'il est tout de suite providentiel. En 2020, le jeune milieu défensif est sollicité par l'équipe de l'académie Éclat Sport où il fait découvrir sa polyvalence en milieu de terrain. Il intègre le club de l'académie Saint-Damien évoluant en 2e division de l'entente urbaine de football Kilimani en 2023. Particulier et différent, la pépite et produit d'Oudjana ne passe pas outre le regard de plusieurs écriteurs, dont ceux du FC Les Aigles du Congo, qui décident de l'enrôler pour le haut niveau. Le match du 3 novembre 2024 face à l'AS Vita Club, où il a terminé homme du match, demeure les matchs de sa vie. Des performances remarquables d'un prodige pas comme les autres qui n'a ni évolué en EPFKIN ou en Ligue 2. Son immense talent l'a propulsé des ententes urbaines
vers la Ligue 1. Caractérisé par sa vitesse, sa virtuosité, son esprit compétitif, Ezras Makossi réussit à s'inscrire dans la shortlist des milieux défensifs qui assurent en championnat national. Une pointe basse essentielle, un répit pour les charnières centrales, l'un des meilleurs à son poste. Ezras Makossi enfilera très certainement la tunique de la sélection nationale à prime. La communauté sportive congolaise vit une ère de talents précoces qui vont marquer longtemps les esprits, à l'instar de Marzouk Diakana, Ibrahim Matobo, Kevin Makoko et bien d'autres. On passe à la lecture des journaux parus ce matin dans la capitale, dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mardi 24 juin 2025. Sud Kivu, 17 civils exécutés par la coalition RDF 123 à Munzinzi, une barbarie de plus, constate Info27.cd. Combien de morts faudra-t-il encore pour que cesse cette entreprise méthodique d'anéantissement? Une fois de plus, le sang des innocents a coulé à Munzinzi, au Sud Kivu, où 17 civils sans défense ont été exécutés par la coalition RDF 123, bras armés de l'agression rwandaise en RDC. Cette tuerie de plus, dénoncée par les FARDC, s'inscrit dans un schéma de terreur systématique qui ne dit pas son nom. Rutshuru, Nord Kivu, les Wazalendo et les 123 AFC s'affrontent sans merci à Bwito, annonce vraie thématique. Selon les sources locales, tout a commencé par le bombardement des positions de Wazalendo à Nyanzale, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, au nord Kivu, par l'artillerie des rebelles de l'AFC 123. Des tirs nourris ont été entendus dans plusieurs quartiers de la localité, provoquant la panique parmi les habitants. Le bilan provisoire de violence de samedi dernier fait état de 2 civils tués à Kiondo Centre. Braquage et vol à main armée à Kinshasa, le Conseil supérieur de la magistrature incrimine les libérations conditionnelles accordées illégalement aux délinquants, rapporte le maximum. La problématique de la résurgence des braquages et vols armés à Kinshasa a fait l'objet d'une réunion de cadre de concertation du bureau du Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice le 9 juin dernier. Les membres du bureau du CSM ont pointé du doigt la mauvaise application de la politique de désengorgement des prisons par l'exécution intempestive d'innombrables arrêtés ministériels. La République démocratique du Congo reçoit 100 000 doses de vaccins contre le Mpox, titre mediacongo.net. Un lot de 100 000 vaccins MVA-BN, dont de la République française pour lutter contre le Mpox en RDC, a été remis le lundi 23 juin 2025 à Kinshasa au ministère de la Santé publique, a appris l'agence congolaise de presse d'un communiqué. Le vaccin MVA-BN, approuvé par l'Organisation mondiale de la santé, est reconnu pour son efficacité dans la prévention du Mpox. Ce lot va permettre de renforcer significativement la campagne de vaccination en cours en ciblant les populations les plus exposées. Ainsi se referme cette édition des 13h30 sur la RTNC. Merci à vous de l'avoir suivi en ma compagnie. Merci à Mireille Ndeke qui l'a coordonné. Merci aux différentes équipes en régie, Didier Diawa, Papi Nguinamao, Patrick Bapuila, Georgine Poutou, à la rédaction, Gauthier Kiassi, Blondine Mangwaou. En leur nom, je vous dis merci de votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 19h et ce sera avec Blondine Wavingana à la présentation. D'ici là, portez-vous bien surtout, prenez soin de vous.